T'es-tu déjà demandé pourquoi les gens sont forcés de vivre ainsi? Et pourquoi il y en a qui sont riches et d'autres pauvres? Et pourquoi il y a tant de guerres? Pour trouver les réponses à ces questions, il va falloir remonter bien loin dans le temps, jusqu'au Moyen-Âge. Allons voir comment les gens vivaient à cette époque-là. Au XVe siècle, l'Europe ressemblait à peu près à ça. Partout, des petits pays séparés par de vastes forêts. Et les gens ne savaient rien des autres pays, car ils avaient peur d'aller dans les forêts à cause des bêtes sauvages et des mauvais esprits. La vie a l'air tranquille et facile ici, mais ce n'est pas si sûr. Prenons le temps d'y regarder par deux fois. Ici, tout est relié à la terre et à ceux qui la travaillent. Les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'école. Personne ne lit le journal parce qu'il n'y a pas de journaux. Et personne ne travaille à l'usine parce qu'il n'y a pas encore d'usine. En fait, il n'y a que la terre et les paysans qui travaillent dans les champs. Et les artisans au village qui font des charrues, des outils, bâtissent des maisons. Et puis, bien sûr, il y a le seigneur qui vit dans son château. Et le prêtre qui prêche dans l'église. Les paysans et les artisans doivent tout faire. La nourriture, les vêtements, tout ce qui est nécessaire pour vivre. Le seigneur et le curé, eux, ils ne font rien. Et pourtant, ils mangent, ils boivent, ils s'habillent, ils vivent mieux que tous les autres des alentours. Comment est-ce possible? C'est facile. Le seigneur et le curé sont propriétaires de toute la terre. Et ils s'enrichissent parce que les paysans et les artisans qui n'ont pas de terre, eux, sont obligés de payer des impôts et à l'église et au seigneur pour pouvoir vivre et travailler là. Ils ne paient pas en argent, mais avec ce qu'ils font. Du blé, du lait, des chaussures, des armures, tout ce qu'ils ont. Et il n'y en a pas beaucoup qui osent se révolter. Oh, quel diable emporte tout ça? Ça ne peut plus continuer ainsi. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Remets ce sac sur ton dos. Oh, 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 aïe, 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 oh, aïe, 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 oh. Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas de sitôt, paysan. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire, hein? Grouille! Grouille! Il y a des impôts à payer. Plus vite que ça! Dépêche-toi, plus vite, plus vite! Mais Jean, est-ce que mes yeux me trompent? Tu ne veux plus travailler, mon fils? Ne sais-tu pas que Dieu a mis l'homme sur la terre pour qu'il gagne son pain à la sueur de son front? Si tu ne travailles pas, mon fils, tu vas aller tout droit en enfer. Et là, tu vas souffrir et tu seras torturé dans les flammes pour toute l'éternité. Allons, mon fils, écoute la volonté de Dieu et fais ton devoir. Il est bien évident que cette société est divisée en classes. D'un côté, il y a les paysans et les artisans qui ne possèdent pas de terre, et de l'autre, le seigneur et le curé à qui tout appartient. Crois-tu qu'il est normal que ceux qui n'ont pas de terre paient des impôts à ceux qui en sont les propriétaires? Je suppose. Ça a toujours été comme ça, non? Oh, entre nous, hein, nous n'avons peut-être rien, mais nous pourrions drôlement nous passer d'eux, même si toute la terre leur appartenait. Mais eux, qu'est-ce qu'ils feraient sans nous, hein? Mon propre grand-père, c'était un rebelle. L'année avait été très mauvaise. Et nous n'avions plus rien à manger. Et il disait à tout le monde dans le village que nous devrions arrêter de payer des impôts. Eh oui, et où ça nous amenait? Les soldats du Seigneur l'ont pendu haut et court. Et le prêtre a dit qu'il irait en enfer. Mais naturellement qu'il faut qu'ils nous paient des impôts. Ce sont nos terres, ils ne s'imaginent tout de même pas y rester comme ça sans rien nous donner en trop, sale paysan. Cette terre a appartenu à mon propre père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, à la grand-mère de mon arrière-grand-père. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres. Car à celui qui est riche, il sera donné plus. Et à celui qui est pauvre, il sera pris même ce qu'il a. Et si Dieu ordonne aux pauvres de nous payer des impôts, qu'il en soit fait selon sa volonté. Acheter pour marcher et vendre cher. Halt! Qu'est-ce que tu viens faire ici?
Doucement, doucement. Je suis ici pour faire des affaires avec ton maître. Et je viens d'une cité nommée Venise. Très, très, très loin d'ici. Tu vois? Je suis un marchand et j'apporte des choses très rares et très belles pour le plaisir de ton seigneur. Oh, marchand. Venise. Hein. C'est bon. Entre. Et maintenant, regardez bien ce que j'ai à vous offrir. Des vraies merveilles. Voyez, ceci, on appelle ça du poivre. Et c'est très bon pour enlever le mauvais goût du porc de l'année passée. Et ce n'est pas tout. Jetez-moi un coup d'œil là-dessus. Magnifique. On peut voir à travers. Attention, s'il vous plaît. Attention, c'est très fragile, c'est du verre. Ou qu'est-ce qu'on pourrait lui donner en échange? Eh bien, nous avons des œufs, du beurre, du miel. Ou peut-être que vous aimeriez mieux quelques-unes des belles choses que nos artisans font au village. Et des épées, peut-être. Ou des tissus en laine, ou n'importe quoi. Ce que vous voulez. Ah, du tissu comme ça, c'est exactement ce qu'ils veulent à Venise. Quel bon marché pour moi. Si, va bene. Alors, disons que je vais prendre 10 rouleaux de ce tissu. C'est très cher, c'est très cher. Mais bon, d'accord. Mais c'est vraiment plutôt cher. Cher? 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 Où pensez-vous que vous allez pouvoir trouver des beaux produits comme ça par ici? Oui, très bien. Alors, voilà votre tissu. Et nous gardons le verre. Regardez-moi ça. Ce gros lard qui paie ses produits de fantaisie qui viennent de Venise avec les tissus qu'il a pris aux gens du village. Et maintenant, fêtons, amusons-nous. Vraiment stupides. Quels idiots. Ils ne pensent qu'à boire et à manger. Ils gaspillent toute leur richesse. Ils ne comprennent rien aux affaires. Ils ne sont pas fins comme moi. Essayons d'en savoir plus long à propos de ce marchand. Personne ne peut passer ici sans payer un droit de passage au seigneur. C'est la loi. Faut payer. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Le marchand peut paraître un peu déplacé ici. Il ne possède pas de terre et il ne travaille pas dans les champs et il ne fabrique rien non plus de ce que font les artisans. Tout ce qu'il fait, le marchand, c'est d'acheter et de vendre. Alors, qu'est-ce que c'est son truc? Je suis marchand de Venise. Une crapule, ça se voit bien. Je sais faire des affaires. J'achète bon marché et je revends cher. Pour un sou, j'achète du poivre et je le revends à 5 sous. Ça fait 4 sous dans ma poche et devinez qui le paye. Quand on a trouvé le système, c'est l'argent qui coule à flot. Un peu d'astuce, un peu d'argent, et à moi la belle vie.
Venise, une ville au sud de l'Europe, le plus important centre de commerce entre l'Est et l'Ouest. Quand le marchand y revint, il échangea ses rouleaux de tissu contre de l'argent. Cet argent, il l'appelait son capital, et il s'en servait pour gagner toujours plus d'argent. Voici comment ça fonctionnait. Avec son capital, il achetait des produits exotiques des marchands arabes. Des épices, de la soie, des choses très rares qui venaient des Indes, de l'Afrique, de l'Arabie, de la Chine. Ensuite, il voyageait à travers l'Europe de ville en ville, vendant ou échangeant ses marchandises aux seigneurs qui étaient prêts à lui donner à peu près n'importe quoi pour obtenir ses produits de luxe. Ainsi, quand il revenait à Venise avec les biens qu'il avait acquis des seigneurs, il était encore plus riche qu'avant. Ce qui signifie qu'il avait encore plus de capital pour acheter toujours plus de produits. Et cela continuait ainsi. Le marchand achetant et vendant toujours plus. Et son capital augmentait, augmentait, augmentait. Eh oui, c'est moi. Je suis un capitaliste. Les capitalistes de Venise continuèrent donc à faire de plus en plus de profit. Mais pour se protéger, ils interdirent à quiconque d'autre qu'eux de faire du commerce avec les marchands arabes. Toi, le Portugais disparaît. C'est nous qui faisons le commerce avec les Arabes, pas vous. Mais ne pouvons-nous acheter juste quelques petites choses des Arabes? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, hein? Non, vous n'avez pas le droit. Il doit bien y avoir un moyen de se procurer toutes ces belles marchandises exotiques. Tu ne crois pas? Oh, j'ai une idée. Nous allons trouver la route par mer jusqu'aux Indes et en Chine et faire des affaires directement avec ces gens-là, sans nous occuper de Venise. Tu es fou. Jamais personne n'a fait cela. Ce serait un voyage beaucoup trop dangereux. Aucune importance, le problème n'est pas là. Il est de trouver par qui nous pouvons faire payer ce voyage. Payer? Ah, ça n'est pas un problème. Je le sais bien, moi, qui peut payer pour un tel voyage. Je le sais, je le sais, je le sais. Le lendemain, à la cour du roi Manuel le Fortuné, Votre illustre majesté, si votre grandeur voulait bien nous donner assez d'argent pour 2 bateaux et un peu d'or et quelque chose à échanger, nous pourrions rapporter des richesses dont votre majesté n'a même jamais rêvé. De l'or, des bateaux, eh bien... Cela pourrait être une aventure profitable, oui. Vous avez besoin de combien? oh, regardez-moi tout cet or, regardez, pris aux paysans et aux artisans. Car le roi, voyez-vous, possède lui aussi des terres. Qui est le capitaine? Vasco? C'est Vasco de Gama. On dit que tous les membres de l'équipage sont des prisonniers libérés exprès pour ce voyage. Oh, bien facile de les libérer quand on sait qu'ils ne reviendront jamais. C'est un rude voyage. Mais qui ne voudrait l'entreprendre pour pouvoir raconter ce qui arriva à Vasco de Gama? Semaine après semaine, mois après mois, la mer, rien que la mer. Ohé, terre en vue! Enfin, Enfin,
Après 4 mois de navigation, nous apercevons la Terre. Nous sommes près de la côte sud de l'Afrique. Et là-bas, est-ce qu'on peut avoir de l'eau douce? Et par la même occasion, jetez donc un petit coup d'œil sur ces belles choses que nous avons à bord. Que diriez-vous d'un petit échange, Nous voudrions bien, mais qu'est-ce que nous pouvons vous offrir en retour? Eh bien, qu'est-ce que vous avez qui soit aussi bon que ça? Je ne sais pas. Nous avons ces bracelets en ivoire que nous fabriquons. Est-ce qu'ils pourraient vous servir? Ouais, ouais, ils ne sont pas mal, j'imagine. Donnez-nous un chargement de ces bracelets d'ivoire et nous allons vous donner une paire de chapeaux rouges avec des clochettes. Regardez bien les objets que Vasco obtient en échange. Pour fabriquer ces bracelets d'ivoire, il a fallu 10 fois plus de temps que pour faire les chapeaux. Hé, qui êtes-vous et comment vivez-vous? Nous sommes des chasseurs. Nous vivons en petits groupes et nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre. Notre chef habite dans la grande maison là-bas. Il possède beaucoup plus d'animaux que nous. Et nous lui aidons à s'en occuper. Les classes apparaissent avec la culture de la terre. Ici et chez nous, c'est bien pareil. Ohé, bateau à tribord! Nous dépassons plusieurs riches ports de commerce dont nous n'avions jamais entendu parler. Sofala, Kéliman, Kilwa. Et tous ces ports sont remplis de navires. Et les maisons sont toutes construites en pierre. Cette ville ressemble tout à fait à une ville européenne. Ici aussi, il y a des riches et des pauvres. Hé, toi! Qui es-tu? Je suis un esclave, comme ma mère. C'est le prince. C'est lui qui nous commande. Il vit des taxes qu'il perçoit de tout le monde. Et puis il y a les marchands. Ils vendent les biens que fabriquent les artisans et des produits que les paysans apportent de la campagne. Et il y a nous, les esclaves. Bien sûr, nous pouvons acheter notre liberté, mais où pourrions-nous trouver l'argent? Dans cette ville, les gens sont divisés en plusieurs classes différentes.
dites-moi, toutes ces belles choses qu'on peut acheter au marché, où vos marchands les prennent-ils? Bien, les marchands ici, ils achètent toutes ces choses des commerçants qui viennent de très loin, de la Chine à l'est et à l'ouest, des grands royaumes de Bénin et Mali et Congo et Momomotapa. Ils achètent et vendent des tissus, des épices, des parfums, de l'or, de la porcelaine, de l'ivoire, toutes sortes d'objets très beaux. Exactement ce que cherchent les Portugais. Mais il y a un petit problème. Vasco n'a que des choses sans valeur à offrir en échange. Excusez-moi, ça vous intéresserait de faire un peu de commerce? Regardez ces magnifiques chapeaux que j'ai apportés d'Europe. Superbe, non? Tu ne t'imagines tout de même pas que je vais te donner quoi que ce soit en échange de ces babioles? Idiot. Non, 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 non. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Tu ne vois pas que mes choses valent infiniment plus que les tiennes? Ne sais-tu pas que nos navires sont plus gros et plus rapides que les vôtres? Oui, peut-être, mais ces jolis chapeaux rouges et ces perles de verre... Non, non, non et non. Tu peux tenter ta chance avec les chameaux, peut-être qu'ils en voudront. Mais finalement, Vasco trouve un guide et met les voiles du côté des Indes. Nous approchons de la terre, du poivre et des épices. Mes hommages, votre grandeur. Nous voudrions acheter des épices. Nous vous avons apporté du miel et de l'ambre et ces jolis chapeaux avec des clochettes. Oh, vous voulez rire? Ce sont les choses les plus laides que j'ai jamais vues. Mais j'aime bien ces chemises que vous portez. Combien me les vendez-vous? Nos chemises? Oui, mais ce miel et cette ambre... Nous avons déjà tout le miel et l'ambre qu'il nous faut. Mais les chapeaux... Au déchet. À la fin, quand même, les Portugais réussissent à mettre la main sur un peu d'épices et de poivre. Nous hissons les voiles, nous rentrons chez nous. Qu'est-ce que j'avais dit? Ils sont revenus, non? Oh, ça prenait Vasco pour réussir un tel voyage. Ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé au reste des hommes? Oh, mon cher Vasco, je suis content de te revoir. Trouver la route des Indes, c'est tout un exploit. Et tu te rends compte, à lui seul, ce voyage a rapporté 60 fois plus qu'il n'a coûté. Voilà ce que j'appelle du bon travail et des bonnes affaires. Oui, ça a été très profitable cette fois-ci, mais je ne pense pas que nous puissions recommencer. Nos marchandises ne les intéressent pas. Ils ont déjà 1000 fois mieux. Aucun problème. Il doit bien y avoir un autre moyen de les intéresser. Et voilà. Une fois encore, des bateaux portugais apparaissent au large des côtes de l'Afrique. Mais cette fois-ci, ils sont lourdement chargés de canons, de fusils et de soldats. Ils jettent l'ancre devant les riches ports de commerce. Et les soldats débarquent. Et tous ceux qu'ils trouvent dans les rues, ils les tuent. Et ils pillent les villes de toutes leurs richesses. Les habitants s'enfuient pour sauver leur vie. Et les bateaux portugais s'emplissent d'or, d'ivoire et d'étoffes. Et quand il ne reste plus rien à prendre, les Portugais mettent le feu aux villes et bombardent tout ce qui tient encore debout. Bientôt, les riches ports de commerce qui se dressaient fièrement sur les côtes africaines ne sont plus que ruines et décombres.
que les Portugais prennent rapidement le contrôle de tout le commerce sur l'océan Indien. Les marchands de l'islam sont vaincus. Leurs vaisseaux détruits et toutes leurs richesses volées. Finalement, les Portugais ont conquis le monopole du commerce avec l'Afrique, la Chine, l'Inde et les Indes occidentales. La prospérité règne à nouveau en Europe. En Amérique, c'est la même chose qui se produit. Des soldats, des canons, des fusils. Des milliers d'individus sont tués. Les Portugais et les Espagnols font la conquête des vastes régions de l'Amérique du Sud et détruisent les civilisations Inca, Maya, Aztèques. Ils prennent les terres des Indiens. Ils volent leur or. Les Indiens ne peuvent pas tenir tête aux fusils et aux chevaux des Européens. Ils sont réduits en esclavage et obligés de travailler dans les mines d'or et d'argent et dans les plantations de tabac. Toute la journée, les Indiens sont forcés de travailler pour leur nouveau maître. Ceux qui ne peuvent travailler assez dur sont fouettés et battus. Beaucoup meurent d'épuisement et de faim. Les richesses que les Indiens ont produites sont chargées sur les bateaux et dirigées vers l'Europe, où elles sont vendues. La prospérité s'installe en Europe. Les richesses déferlent sur toute l'Europe et des aventuriers partent sur les routes pour les vendre. Halte! Vous êtes sur les terres du comte Sac-Afrique. Vous devez payer le droit de passage. Pas mal du tout. Nous allons prendre ça, ça va suffire. Oh, mais... Pas de mais! Déguerpis, ou tu y laisses ta tête! Regardez, du poivre de première qualité. 3 louis pour ce petit sac. Arrêtez! Si vous vendez quelque chose sur les terres du comte Sac-Afrique, il faut que vous lui payiez une taxe d'1 louis. Que le diable l'emporte. Ces pièces n'ont aucune valeur ici. Il faut que vous utilisiez des pièces portant l'effigie du comte Sac-Afrique. Vous pouvez échanger les vôtres par là. Mais il y a 2 fois plus d'or dans mes pièces à moi. Si tu attaches de la valeur à ta peau, ferme-la. Dans toute l'Europe, je n'ai jamais rencontré des brutes aussi stupides. Enfin, les affaires ont quand même été bonnes aujourd'hui. J'ai dû me faire une petite fortune. S'il n'y avait pas ces maudites taxes et ces damnés soldats, ils m'empoisonnent la vie. Faut payer un droit de passage pour traverser le pont du comte Sac-Afrique. Ah, non, ça va faire. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce misérable marchand qui refuse de payer votre droit de passage. Eh bien, vous voulez désobéir à mes lois, hein? Connaissez-vous le châtiment qui vous attend? Nous allons vous crever les yeux, vous couper les oreilles, vous arracher les ongles, vous couper le cou. Pitié, pitié, je vais payer. Pauvre misérable! Bien, si tu te repens, je veux bien te pardonner. Paye l'amende et va-t'en. Misère. Avec lui, je viens de perdre le profit de plusieurs jours.
Mais il ne l'emportera pas en paradis. Il ne perd rien pour attendre. Donc, les marchands deviennent furieux. Ils doivent en finir avec ce vol au grand jour. Partout, en Angleterre, en France, au Danemark, en Hollande, c'est toujours la même histoire. Alors, dans toute l'Europe, les marchands se rassemblent et mijotent de sombres complots contre les seigneurs. Maintenant, c'est eux ou nous. On ne peut plus faire la moindre petite affaire sans qu'ils s'amènent et nous ruinent avec leurs maudites taxes. Ils sont en train de détruire nos commerces avec leurs taxes. Si le commerce n'est pas libre, notre capitale ne peut pas survivre. Les seigneurs doivent être écrasés. Oh, mais comment pouvons-nous leur enlever leurs privilèges? Ils s'enrichissent à même les impôts qu'ils font payer aux gens. J'y suis. Donc, comme on le voit, dans ces temps difficiles, les marchands ont drôlement besoin de se trouver des secours puissants. Et cette aide va venir du côté où personne ne l'attendait. Le Seigneur qui va en finir avec tous les seigneurs. Votre Majesté, vous souhaitez être riche et puissant et être le maître de tout, n'est-ce pas? Eh oui, mais les seigneurs ne m'obéissent pas du tout. Ils se conduisent comme des petits rois. Nous avons la même opinion que votre Majesté. Vous seul devez décider dans ce pays. Les impôts et les lois ne peuvent venir que de vous seul. Évidemment. Je voudrais bien qu'il en soit ainsi, mais les seigneurs, ils se battront jusqu'à la mort pour conserver leurs privilèges. Et pour les vaincre tous, il me faudrait des armes. Et pour avoir des armes, il me faudrait plus d'argent que je n'en ai. Aucun problème de ce côté-là, votre Majesté. Nous sommes experts dans l'art de trouver l'argent. Nous allons vous arranger ça pour en finir avec les petits seigneurs à tout jamais. À condition que vous nous aidiez un peu en retour. Quand les seigneurs comprirent ce que le roi et les marchands étaient en train de préparer, ils sentirent le sol se dérober sous leurs pieds. Personne ne peut me déposséder des biens que mes ancêtres ont défendus. Pas même le roi, ce maudit traître. Et les marchands et les seigneurs étaient donc furieux. Ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout. C'est le début du combat entre deux classes. Et de cette lutte entre la classe des seigneurs et celle des marchands dépendent plusieurs des guerres qui ont ravagé l'Europe au XVIe et au XVIIe siècle. Oh, mais les marchands n'allaient pas eux-mêmes saigner à mort et crever sur les champs de bataille. Ils avaient mieux à faire. Ça va vraiment mal. Tu as dû en entendre parler. Il va falloir que nous allions nous battre nous-mêmes. Hé, ça n'est pas une bonne idée. Nous avons besoin de meilleures armes, mais si seulement pour notre argent, nous pouvions obtenir plus. Et mieux? Oui. J'ai une idée. Et les marchands lancent les savants dans la bataille, leur demandant d'inventer pour eux des armes nouvelles et meilleures. Car pour vaincre les seigneurs, le roi a besoin de beaucoup d'armes. Et eux, les marchands, pendant qu'ils y sont, ils se mettent à vendre aussi des armes aux seigneurs. Et où les prennent-ils, ces armes? Ils les achètent des artisans dans les villes et villages. Vite, fais-moi 10 canons, vite. Oh, non, pas encore. D'abord, j'ai besoin de fer. Et puis, je dois le fondre. Et il faut le couler dans les boules. Et ensuite, je dois les polir, les canons. Ça ne se fait pas dans une seule journée, tout ça. Faire 10 canons, ça prend du temps. Ouais, celui-là, il est aussi lent que tous les autres. Quand on pense que ça pourrait aller tellement plus vite. Ah, tiens. J'ai une idée.
Une minute, mon ami. Tu vois ce sac plein d'or. Je te l'échange contre ton atelier. Oui, mais je ne vois pas comment vous pourriez fabriquer des canons. Pas moi, non, mais toi, tu peux rester et continuer à travailler, si ça te tente. Et je vais bien te payer pour le travail que tu vas faire. C'est vraiment une belle somme d'argent. Bon, d'accord, c'est entendu. Rappelle-toi bien, c'est moi qui dirige. On va commencer par engager 6 hommes. Mais voyons, Laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Ainsi, le marchand engage de pauvres paysans pour travailler à l'atelier et il leur paie un salaire de presque rien. Au travail, tas de paresseux. Je veux que mon capital le rapporte. Les marchands achètent du fer. 2 ouvriers l'amènent. Un homme surveille le fourneau. L'un fond le métal. L'autre moule les canons. L'un les polit. L'autre les assemble. Chaque homme est spécialisé dans son secteur. Et chaque chose est faite beaucoup plus rapidement. En fait, jusqu'à maintenant, le marchand ne pouvait pas vraiment être appelé capitaliste. Mais maintenant, oui, il possède les moyens de production. Tous les travailleurs de l'armurerie travaillent pour lui. Eh, maintenant, j'ai plein d'armes à vendre. Ah, ça va faire de belles affaires. Maintenant que je possède l'atelier, tous les bénéfices, ils vont venir à qui? Ils vont venir à moi. Mon capital, il augmente à vue d'œil. La guerre, elle fait des miracles pour mes affaires. Mais pas pour les seigneurs. Ils engloutissent toute leur fortune dans la guerre. Supposé être une guerre entre nous et les marchands. Mais où ils sont les marchands? Je n'en vois pas un seul. Et leur sang n'est pourtant pas bleu, mais rouge comme le nôtre. Nous sommes des mercenaires. Ils nous payent pour vous combattre. Les marchands font fortune en nous vendant des armes. Et l'argent qu'ils récoltent, ils le donnent à notre ennemi principal, le roi. Nous creusons nos propres tombes. La guerre, le commerce et les ateliers rendent les marchands puissants et affaiblissent les seigneurs. C'est le commencement de la fin pour les seigneurs. Les marchands ont gagné le premier round. À bas les anciennes lois des seigneurs. Place aux lois qui nous conviennent à nous et au roi. Nous y veillerons. Nous avons déjà engagé des juges et des avocats qui sont en train d'écrire des lois nouvelles pour le pays tout entier. Tous les petits pays n'en forment désormais plus qu'un seul, et le roi seul a pouvoir de décision sur quiconque, y compris les seigneurs. Le commerce doit être libre, les seigneurs ne peuvent pas avoir d'armée personnelle. De la même manière, ils ne peuvent pas imposer de taxes aux marchands. Mais les paysans, eux, doivent toujours payer des impôts aux seigneurs. Et ceux qui n'obéiront pas aux nouvelles lois auront affaire à la milice et aux soldats du roi. Et maintenant, tout le pouvoir royal est en place. Le roi et ses soldats et ses juges et ses avocats. Et ce système de pouvoir, on l'appelle l'État. Les petits duchés et royaumes, qui autrefois étaient éparpillés à travers l'Europe, laissent maintenant la place, au début du XVIe siècle, à des États plus grands et plus royaux. Et les frontières sont déplacées et redessinées. Maintenant, les marchands peuvent commercer en toute liberté. Gloire à Dieu, et qu'il protège l'État longtemps. Et maintenant, nous aurons les armées de l'État pour nous aider à faire de bonnes affaires en Asie et en Amérique. D'abord, ceux qui possédaient la terre détenaient le pouvoir. Maintenant, tout a changé. Les marchands se sont emparés du pouvoir, mais pour nous, ça ne change rien. Nous, les paysans et les artisans, nous n'avons gagné qu'une chose, une nouvelle classe à supporter. Les Espagnols et les Portugais deviennent riches grâce au commerce dans l'océan Indien et les territoires conquis en Amérique.
Mais dans le reste de l'Europe, des capitalistes avides préparent de nouveaux plans. Eh bien, si ce n'est pas ce bon vieux John Hawkins. Assieds-toi. Alors c'est ça le café. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. Et ce n'est pas un café ordinaire, c'est du café portugais. Et ne va pas t'imaginer que les Portugais se sont contentés d'en faire le commerce. Ils sont bien plus futés que tu penses. Ils ont commencé à le cultiver eux-mêmes et à leur compte en Amérique. Ah ah. Mais ça sera drôlement meilleur marché comme ça pour eux. Ils doivent s'en faire drôlement des profits. Les Portugais, j'aimerais bien être à leur place. Oh, attention, il ne faut pas les envier. Bien sûr, ils ont gagné de l'argent, mais nous aussi, nous pouvons en faire autant. Ils ont un problème, les indigènes. Ils les font travailler jusqu'à la mort dans leurs plantations. Oh! Et maintenant, ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour avoir des esclaves. Et je sais où je peux en trouver. Et voici John Hawkins, qui allait contribuer à la ruine de l'Afrique. Donnez-moi 3 bateaux. Chargez-les de gars costauds et de babioles à échanger, et je vous parie ma tête que votre investissement va vous rapporter un très beau profit. Je vous donnerai 10 couteaux et 10 mètres de tissu contre un esclave, d'accord? Chargez les bateaux tant que vous pourrez, mes amis, avec de beaux esclaves bien ligotés. C'est bien simple, hein? Vous voyez ce village? Combien d'esclaves peut-on y trouver? Très bien, nous en avons 300 maintenant. Déguerpissons de cette horrible côte. Bateau portugais à tribord! C'est un bateau d'esclaves. À l'abordage, nous allons faire une belle affaire. Beaucoup sont morts en route. Je crois que nous en avons trop mis par bateau. Bah, vaut mieux trop que trop peu. J'ai hâte de me débarrasser de ce chargement puant. Et tu sais ce qu'on va acheter avec l'argent? Des pots, du gingembre et du sucre. Et même, je ne serais pas surpris que nous puissions nous payer quelques nouveaux bateaux. Et c'est ce qu'ils firent. Les propriétaires de plantations payent les esclaves un bon prix. À son retour à Londres, John vend sa cargaison. Les hommes d'affaires sont enchantés des profits qu'il leur fait réaliser. Lui-même, il devient riche. Sa Majesté la Reine Élisabeth le sacre chevalier. Sir John Hawkins. Le commerce des vies humaines prend de l'ampleur.
des bateaux d'esclaves de l'Angleterre, de la France, du Danemark, de la Hollande, de l'Espagne, du Portugal, descendent la côte ouest de l'Afrique. On engage même des chasseurs d'esclaves noirs. Et la chasse aux esclaves s'étend jusqu'au très puissant royaume du Congo. Oh, roi Afonso, les chasseurs d'esclaves ont pris mes enfants pendant qu'ils étaient en train de jouer. Ils ont pris tous les hommes dans les champs ce matin. Moi seul ai pu m'enfuir. Il n'y a plus personne dans mon village. Aidez-nous, puissant roi. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut que je mette la main sur les chefs et les marchands de la côte. Je vous interdis de donner des esclaves aux bateaux européens. Les temps ont changé, roi. Le commerce avec les Blancs rapporte beaucoup d'argent. Vous voyez comme nous sommes riches. De l'or, de l'argent, de la soie. Et maintenant, nous avons ces fusils d'Europe qui nous rendent encore plus puissants. Les profits tirés de la vente d'esclaves sont utilisés différemment en Europe et en Afrique. Les marchands africains dépensent tout leur profit pour leur plaisir. Les marchands européens, pour leur part, investissent leur capital dans la production et deviennent ainsi de plus en plus riches. Si seulement je pouvais amener le roi du Portugal à comprendre comme c'est terrible ce qui est en train de se passer ici. Cher Manuel, malgré que nous l'ayons interdit, vos marchands continuent de répandre des armes dans notre pays. Beaucoup de marchands ne nous obéissent plus, puisqu'ils ont plus d'armes que nous. Jour après jour, vos marchands capturent notre peuple, nos fils et nos filles. Ils le font avec une telle avidité que la population de notre pays diminue rapidement. Nous vous supplions, mon cher frère, de nous aider en cette affaire, en interdisant désormais à vos marchands de venir ici vendre des armes. C'est notre volonté qu'aucun commerce d'esclaves ne se fasse plus dans ce pays qui est le nôtre. Salutations distinguées, Afonso. Cher Afonso, je comprends votre souci. Mais que voulez-vous? On ne peut pas se battre contre le progrès. Et après tout, n'est-ce pas, pourquoi tourner le dos au commerce, notre père à tous? D'ailleurs, j'ai moi-même quelques dettes avec les marchands. Et en fait, je n'ai aucun pouvoir pour les arrêter. Mes hommages les plus respectueux, Manuel. Comment pouvons-nous arrêter les marchands d'esclaves avec nos flèches et nos lances? Impossible. Il nous faut des fusils. Et nous ne pouvons les trouver qu'en Europe. Prends ce tissu et cet ivoire arrive à la côte, l'échanger contre des fusils. Combien de fusils me donnez-vous pour ça? Pas un. Les fusils, on ne les échange que contre des esclaves. Comment faire pour nous sauver des marchands d'esclaves si pour nous défendre d'eux, il nous faut des fusils et que pour avoir des fusils, il nous faut nous vendre nous-mêmes comme esclaves? Il nous faut des balles et des fusils pour protéger nos filles et nos filles qui vivent dans la terreur, la peur et la misère. Je tourne le dos et mon enfant n'est plus là. Les Blancs l'ont pris, nous vivons dans la peur. Les jours sont sanglants et les nuits sont si noires. La loi maintenant dans la jungle, c'est de vendre des esclaves ou d'être vendus soi-même. Les années passent. Personne n'écoute plus le roi Afonso. Il n'a rien pu faire pour arrêter le commerce des esclaves. C'était trop payant. Et puis il meurt, et son puissant royaume tombe en morceaux. Tout au long de la côte ouest de l'Afrique s'installent de nouveaux ports de commerce qui ne vivent que du marché des esclaves, comme des sangsues suçant le sang de l'Afrique.
Les marchands de l'Angleterre, la Hollande, la France, l'Espagne, le Portugal, le Danemark demandent toujours de plus en plus d'esclaves. 100 millions de personnes sont directement touchées par ce commerce d'esclaves. La terreur s'installe en Afrique. Les Noirs commencent à vendre eux-mêmes des gens des tribus voisines. La méfiance règne. Personne n'ose plus cultiver les champs. Ce serait extrêmement nécessaire, mais c'est trop dangereux. Car le danger rôde dans les champs. À tout moment, il faut se tenir prêt à s'enfuir. On ne fabrique plus non plus de tissus. On en obtient d'Europe un meilleur marché. Ce commerce florissant donne à l'Europe de plus en plus de prospérité, tandis qu'à l'Afrique, il apporte la syphilis, l'alcoolisme, la violence et le christianisme. Y a quelqu'un? Oh! Mais qui es-tu? Sita! Bonjour, tu ne me reconnais pas? Tu ressembles au fils de Mbézi. Mais lui et son père ont été enlevés il y a longtemps par les marchands d'esclaves. Mais c'est bien moi! Ah, ça y est! Je m'en suis tiré et maintenant je reviens à la maison. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? C'est vrai que les Blancs mangent les Noirs? Non, mais ça revient au même. Ici, c'est pareil. Regarde, il ne reste plus que des vieux comme nous. Les marchands d'esclaves ont pris tous les jeunes, tous ceux qui étaient forts. Il n'y a plus que nous ici, des vieux sur le point de mourir. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait après vous avoir attrapés? Eh bien, d'abord, ils nous ont amenés à la côte et ils nous ont embarqués sur des bateaux. Ils en mettaient tant qu'ils pouvaient. Ils nous enchaînaient deux par deux, le pied gauche de l'un au pied droit de l'autre. Et pour les mains, c'était pareil. Et nous sommes restés comme ça pendant 4 mois. Et puis ils nous ont débarqués sur une île qui s'appelle Jamaïque. Et nous ont vendus sur un marché dans le port. Là, un blanc nous a tous achetés. Un Portugais qui avait une plantation de sucre au Brésil. Du matin jusqu'au soir, il nous faisait travailler. Et les gardiens blancs nous surveillaient sans cesse et nous fouettaient pour que nous travaillions toujours plus. Mais vous ne pouviez pas vous sauver? Oui, mais s'ils nous rattrapaient, ils nous mettaient des anneaux de fer avec des pointes à l'intérieur. Au cou et aux chevilles. Et si quelqu'un volait quoi que ce soit, même un morceau de pain, alors il était pendu. Le prêtre blanc disait qu'on allait tous aller en enfer si on ne travaillait pas. Mais l'enfer n'aurait pas pu être pire que ce qu'on vivait là. Mais il s'appelle comment ce pays qui se nourrit de notre peuple? L'Amérique. Attendez, un jour les esclaves vont briser leurs chaînes. Ceux qui possédaient des esclaves et leurs gardiens avaient toujours peur de nous. Ils avaient peur pour leur vie. La nuit. Au milieu du XVIIIe siècle, l'Angleterre contrôlait toutes les routes commerciales entre l'Europe et le reste du monde. Ah, ça ne va pas mal, mais ce travail ne se fait pas si vite. On pourrait réaliser des ventes 10 fois plus importantes que celle-ci. Il doit bien y avoir un moyen d'accélérer la production. Trouvez-moi la réponse, et je vais vous payer royalement. Voyons. Une machine à filer. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Cette machine est vraiment extraordinaire. Ah, nous tissons 10 fois plus vite que les autres. Il y a un petit problème. Les ouvriers ne peuvent plus suivre la machine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, attendez, ça va prendre un métier encore plus mécanisé. Diable! Toujours des problèmes. Pour fabriquer ces machines que vous inventez, ça prend du fer. Pour avoir du fer, ça prend du charbon. Mais les inondations détruisent nos mines. Nous ne pouvons plus fournir.
Oui, alors j'invente une pompe qui pourra fonctionner à la vapeur. Et la vapeur pourrait aussi faire fonctionner le métier à tisser. Eh oui, une nouvelle époque commence. Les machines peuvent tout faire. Les petits ateliers deviennent de grosses usines. Production de masse, fabrication en série. Vive le progrès, vive l'industrie. La technologie triomphe enfin de la nature. Nous, les capitalistes, nous sommes les vrais bienfaiteurs de l'humanité. Non, mais toutes ces industries et toutes ces inventions qui créent le bonheur et la richesse pour tous, et tout ce capital et toute cette science extraordinaire, merci à qui? Merci à nous. C'est ça, merci beaucoup. Sauf que c'est nous qui avons fait tout le travail. Oui, puis à part ça, gâche ta tête si tu veux, mais si on avait pu choisir, c'est peut-être pas ça qu'on aurait fait. On a été des victimes, c'est tout. Je viens d'une famille de paysans et d'artisans. Mais les temps ont changé. Le capitalisme a tout changé pour les seigneurs. Ils se sont retrouvés à court d'argent, alors ils ont augmenté les impôts, et quand nous ne pouvions pas payer, ils nous jetaient dehors. D'autres propriétaires de terres ont mécanisé. Alors ils n'avaient plus besoin d'autant de paysans. Ils nous jetaient dehors sans rien à manger. Nous n'avions plus qu'à quêter au long des routes. Les machines des capitalistes fabriquaient tout ce que nous pouvions faire quand nous étions artisans. Et les machines coûtaient moins cher. Comme des chiens nous étions. Nous n'avions plus rien. Et la faim nous torturait. Et avec la faim venait la maladie. La tuberculose, le choléra, la petite vérole. Nous errions sur les routes comme des fantômes. Et nous étions attirés vers les villes comme les insectes le sont par la lumière. Il y avait là la seule chose qui pouvait nous sauver de la mort, du travail. La même histoire se répétait dans tous les pays où le capitalisme régnait. En Angleterre, au Danemark, en Hollande, en Suède, en Allemagne, en France, partout. De plus en plus de gens étaient attirés dans les villes. Et la misère qui les accompagnait s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Ils s'entassaient par milliers et par milliers dans les villes surpeuplées, avec la maladie et la mort. L'air était rempli de la fumée et de la suie des usines, des mines, des fonderies et des manufactures de textiles. Ça fait 5 ans que je travaille dans cette mine. Mon père m'amène ici à 2 heures du matin et je retourne chez moi à 2 heures de l'après-midi. Je dois transporter les baquets et les remonter par les escaliers et les échelles. Je dois remplir 5 bacs de charbon par jour. Parfois, quand je n'y arrive pas, eh bien, ils me battent. Et c'est terrible. J'ouvre la porte de la mine. Je dois me lever très tôt, à 4 heures du matin. Il n'y a pas de lumière. Et quelquefois, j'ai peur. Je reviens à la maison quand il fait nuit à 5 ou 6 heures. J'ai pas beaucoup de temps pour dormir. Quelquefois, je chante. Quelquefois, je chante quand j'ai une lampe. Mais quand il fait noir, je n'ose pas, j'ai trop peur. Travailler. Toujours travailler. Le matin, tu te lèves pour aller travailler. Le soir, tu rentres du travail, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, toujours la même chose. Et tout ce que tu peux faire quand tu reviens à la maison, c'est dormir. Dormir jusqu'au lendemain matin. Et ça recommence. Il n'y a plus que cela dans la vie. Qu'est-ce que ça donne de vivre? Et puis nous n'avons rien à dire. Ce sont eux qui prennent toutes les décisions. Ils nous marchent dessus. Ils nous traitent comme du bétail stupide et sans intelligence. C'est comme ça que ça marche avec les capitalistes.
Moi, mon mari et mes enfants, nous travaillons 15 heures par jour. Et c'est tout juste si nous gagnons de quoi payer le loyer et nous mettre quelque chose sous la dent. Et il ne faut pas se plaindre, parce qu'ils nous jettent dehors. Et sans travail, ce serait encore pire. J'en ai assez d'être exploité comme ça. J'achète des ouvriers comme j'achète des machines et des matières premières. Les matières premières, j'en ai besoin pour fabriquer mes produits. La laine, par exemple. Et je donne des bons salaires à mes ouvriers. Ah oui? C'est bien toujours les mêmes belles paroles. Une bonne journée de travail, un bon salaire. Mais voyons si c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Les ouvriers fabriquent des produits que le capitaliste vend sur le marché. Avec une partie de l'argent, il paie le salaire de ses ouvriers. Le reste de l'argent, qu'on appelle la plus-value, il le garde. C'est ainsi qu'il fait son profit. Les ouvriers ne reçoivent donc jamais qu'une partie de ce que leur travail rapporte réellement. À part ce que je dépense pour mes besoins personnels, tous mes profits, je les utilise pour acheter sans cesse de nouvelles machines. Et quand j'en ai besoin, j'engage plus d'ouvriers. De cette manière, mon capital continue toujours de croître. Comme vous le savez, pour faire de bonnes affaires, c'est toujours le même vieux truc. Acheter bon marché et vendre cher. Acheter la main-d'œuvre bon marché et vendre les produits toujours plus chers. 1, 2, 3, à moi le profit. Derrière son grand sourire et ses belles moustaches, notre homme d'affaires si astucieux cache en fait sa vraie nature. Celle d'un voleur pour qui la vie humaine ne compte pas. Car maintenant, ce ne sont plus les rois ou les reines et les aristocrates qui dirigent le pays. Mais bien lui et ses amis. Sous son déguisement de démocratie, le Parlement passe des lois pour favoriser les capitalistes et pour se maintenir au pouvoir. Les policiers et les soldats sont payés pour veiller à ce que personne ne sorte du rang. Et le pouvoir économique des capitalistes devient si grand que bientôt ils prennent complètement le contrôle politique de l'État. Aux alentours du début du 19e siècle, l'Angleterre était devenue le pays le plus industrialisé. Les capitalistes anglais vendaient tout ce qu'ils produisaient. Mais d'autres usines se développèrent bientôt dans d'autres pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis. Avec toutes ces nouvelles usines qui fabriquent toujours plus de produits, les capitalistes vont devoir commencer à se battre entre eux pour conserver leurs clients. Je n'ai qu'à baisser mes prix. Si je baisse mes prix, tout le monde va venir acheter chez moi. Et c'est ça, je vais baisser mes prix. Je vais couper les prix, je vais faire les bonnes affaires. Je n'ai qu'à baisser mes prix. Il n'y a qu'à diminuer les prix. Si je coupais les prix... Tous baissent donc leurs prix tant qu'ils peuvent. Mais tous ne peuvent pas les diminuer de la même façon. Ceux qui ont les meilleures machines peuvent baisser les prix plus bas que les autres et continuer de vendre leurs produits. Mais pour les autres, c'est la faillite. Que le meilleur l'emporte. Maintenant qu'on s'est débarrassé de la compétition, on va vraiment faire des affaires. Les affaires n'ont jamais été aussi bonnes. C'est tout juste si je peux répondre à la demande. Nous sommes vraiment à l'aube d'une nouvelle ère de prospérité. Le capital ne cesse d'augmenter. Les machines tournent à fond de train, les affaires sont florissantes. Il faut que j'achète plus de machines et que j'engage encore plus d'ouvriers. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire tous. Et encore une fois, ça y est, il y a trop de produits. À qui le tour de débarquer maintenant? Voici l'histoire de Willy Rust. Il n'a rien pu vendre depuis des semaines et il a de plus en plus de dettes. Qu'est-ce que je vais faire? Si je ne peux pas payer demain, il va falloir que je vende l'usine. Il doit y avoir une solution. Si seulement je pouvais régler ces factures, tout s'arrangerait. Comment faire? Une maison bourrée d'argent. Un vrai repère de voleurs. J'aurais besoin d'un petit prêt de 200 livres. J'ai quelques factures à payer. Je vois. Et quelles sont ces factures? Du minerai de fer que j'ai acheté à McProfit. McProfit. Voulez-vous attendre un petit instant, je vous prie? Bien. Tu es là, toi aussi? Eh oui, les temps changent. Allô, McProfit? Bonjour, c'est moi.
J'ai Willy Rust ici, il veut emprunter de l'argent. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est parfait. Je vais donc bientôt pouvoir m'emparer de toute son entreprise. Donc, si je comprends bien, je ne lui prête pas d'argent. C'est exactement cela. Entrez, monsieur Rust. Je suis désolé, les temps sont difficiles. Il nous est impossible de vous prêter l'argent pour le moment. Mais revenez bientôt. Qui sait? Je vous raccompagne? Impossible de payer ces factures. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Il ne pouvait sans doute s'imaginer ouvrier dans sa propre usine. Le roi de l'industrie Mac Profit acheta donc une autre usine. Les temps sont durs pour les petits capitalistes. Ils ont un nouvel ennemi, l'argent, ou plutôt les capitalistes de la finance. Ceux qui font leur argent dans des affaires plus ou moins claires, en prêtant leur capital à un haut taux d'intérêt. Comme on vient de le voir, le banquier ne prête d'argent qu'aux gros capitalistes. Pourquoi courrait-il le risque de perdre son capital si profitable? Les plus gros emprunteurs viennent du fer, de l'acier, du pétrole, du charbon et de l'électricité, parce que ce sont eux qui ont besoin des machines les plus grosses et qui coûtent le plus cher. De cette manière, les banques et les grandes compagnies s'aident les unes les autres à devenir toujours de plus en plus grosses, spécialement aux États-Unis et en Allemagne. Et leurs énormes usines géantes incroyablement super efficaces pour produire en série toutes sortes de choses en fabriquent tellement qu'un beau jour... Mais avec nos petits salaires, nous ne pouvons rien acheter. Mais si je coupe encore mes prix, je perds tous mes profits. Non, ça ne peut pas aller. À moins que je puisse épargner un peu d'argent. Sur les matières premières. Mais non, pas moyen de les avoir à moins cher. Les machines non plus. Pas de chance. Non, les ouvriers, ceux-là, je peux les avoir à moins cher. Je vais couper leur salaire. Et maintenant, on a encore moins d'argent qu'avant pour acheter. Quoi? Ça n'allait plus du tout. Il n'y avait qu'une seule solution. Faire tourner les usines à la moitié de leur capacité ou les fermer. La crise s'installe bientôt. Des millions de travailleurs se retrouvent sans emploi. Plus de travail, plus de salaire, plus de pain. La crise de 1873 se répand dans tous les pays industrialisés du monde. Les temps difficiles semblent ne jamais devoir finir. Les capitalistes sont assis sur leurs entrepôts pleins à craquer de choses qu'ils ne peuvent pas vendre pendant que nous crevons de faim. Ils ferment les usines parce qu'ils ne font pas assez de profit. Comme s'ils n'en avaient pas assez fait comme ça, et maintenant nous voilà sans travail. Je ne supporterai pas ça un jour de plus. Non, plutôt mourir. C'est une existence inhumaine. Ils nous traitent plus mal que des animaux. Mais que diable pouvons-nous faire? Nous révolter. Ne vous énervez pas, mes amis. Calmez-vous. Il est certainement nécessaire de changer la société et de la rendre meilleure, mais petit à petit. Petit à petit, nous ne voulons pas réduire l'exploitation de la classe ouvrière petit à petit. Nous voulons l'abolir, maintenant. Et pendant ce temps, chez Mac Profit, Maudite mauvaise nouvelle. Allô, oui, McProfit. J'ai le regret de vous informer que notre plus importante mine de fer est presque vide et qu'il est pratiquement impossible d'en obtenir une autre. Nos compétiteurs les ont toutes achetées. Diable, qu'est-ce qui se passe? Nous en avons assez. Viens ici, salaud. On se coupe la gorge. Vite, appelez-moi la police. Tu ne fais rien pour attendre. Nous reviendrons.
La police peut tuer des travailleurs, mais elle ne peut pas arrêter toute la classe ouvrière. Les travailleurs s'organisent. Ils créent des syndicats et des partis socialistes. Ils affirment que tout dans la société devrait appartenir à tous. Dans une société socialiste, aucun homme n'en exploitera un autre. Et les besoins de tous seront pris en considération. Mais pour que la lutte pour une telle société ait des chances de triompher, les travailleurs de chaque pays ont besoin de support des travailleurs de tous les autres pays. Et c'est ainsi qu'en 1864, Karl Marx participe à la fondation de l'Association internationale des travailleurs. On s'est rendu compte, en effet, que le socialisme ne durerait pas longtemps s'il n'était instauré que dans un seul pays. Les États capitalistes voisins ne permettraient pas ça. Partout, les travailleurs croient que la fin du capitalisme est proche et se préparent pour ce qu'ils croient être le combat final. Mais au même moment, dans le monde entier, les capitalistes et les financiers les plus importants se réunissent en conférence à Paris, Bruxelles, Rome, New York, Saint-Pétersbourg, Tokyo, Berlin, Londres. Le capitalisme doit être sauvé à n'importe quel prix. Au début, nous les Anglais, nous étions les seuls. Mais maintenant, des compagnies étrangères empêchent notre progrès. Cette situation nous étrangle et j'ai hâte que nous y mettions un terme. Hier, je me promenais dans les quartiers de l'Est de Londres et j'ai assisté à une manifestation de chômeurs. Et j'ai écouté des discours délirants qui n'étaient qu'un seul et même cri. Du pain, toujours plus de pain. Si nous ne remettons pas les usines en marche, les ouvriers vont nous les prendre. Si nous voulons épargner aux 40 millions d'habitants de notre belle Angleterre les horreurs d'une guerre civile, il nous faut trouver de nouveaux territoires où les chômeurs pourraient émigrer et où nous pourrions vendre nos surplus. Tous ces produits, nous ne pouvons plus vendre ici et tous ces ouvriers menaçants. Oui, d'accord, mais qui pense aux matières premières? Bien sûr, il faut partir les usines, mais nous manquons de matières premières. Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le journaliste et explorateur américain Henry Morton Stanley. Bonsoir, messieurs. Je reviens d'un long voyage qui a coûté la vie à des centaines de gens, mais qui a donné de magnifiques résultats. Grâce à ce voyage, j'ai découvert un continent tout entier qui n'attend que les initiatives de l'homme blanc. En Afrique, vous trouverez la solution à tous vos problèmes. Il y a là des millions de personnes qui se promènent tout nus. Ils n'attendent que de pouvoir acheter les vêtements que vous fabriquez dans vos usines. En Afrique, vous allez pouvoir investir dans les routes, les chemins de fer, les mines. Et le climat est idéal pour toutes sortes de plantations telles que le caoutchouc, thé, café, cacao, sucre. Et mieux encore, toute la main-d'œuvre est déjà sur place. L'Afrique nous est ouverte. Ce n'est plus qu'une question d'y arriver les premiers. À nouveau, les bateaux quittent l'Europe pour se précipiter sur les richesses de l'Afrique. Des siècles d'exploitation, de commerce d'esclaves et de travaux forcés ont rendu les capitalistes européens riches et puissants. À un point tel qu'ils peuvent maintenant posséder leurs propres armées. Les peuples de l'Afrique se défendent tant qu'ils peuvent. Mais après 400 ans d'esclavage, ils sont divisés et affaiblis. En quelques années, les armées bien équipées de l'Europe font la conquête de l'Afrique. Mais l'étincelle de la résistance n'est pas morte. Les compagnies de différents pays se font une chaude lutte pour obtenir les plus gros morceaux du gâteau. Plus d'une fois, cette compétition entre eux dégénère en guerre ouverte. Mais les relations entre les compagnies doivent demeurer sous contrôle. Alors, les gouvernements de leur pays s'en mêlent. À travers l'Europe, les diplomates se rassemblent et se partagent l'Afrique. Avec une plume et une règle, ils tracent des frontières sur une carte et divisent l'Afrique en colonies. Beaucoup de sang a coulé et beaucoup d'argent a changé de main depuis que le premier capitaliste a vu le jour en Europe. Vous vous rappelez de lui quand on l'a vu arriver avec sa charrette pleine d'épices et de verre qu'il apportait de Venise. Il avait des idées nouvelles. Dans le temps de le dire, sa classe avait dérobé le pouvoir aux anciens seigneurs. À travers ses usines, il se mit à contrôler et à diriger la société. Il devint un industriel.
Pour conserver leur pouvoir, les capitalistes ont besoin de toujours plus d'argent pour que leurs usines continuent à se développer. Ainsi, les banques commencent à prendre une réelle force, dangereuse pour les capitalistes de petite et moyenne importance. Plusieurs Wellerost meurent comme des mouches. Les capitalistes de la finance ne prêtent d'argent qu'aux plus gros et aux plus puissants. Et ce sont eux qui deviennent ainsi les plus puissants capitalistes de toute l'histoire, parce qu'ils règnent à la fois sur les banques et sur les compagnies. Maintenant, nous voici tout près de notre propre siècle. Nous approchons de notre époque à nous. Mais pour bien comprendre ce qu'elle est, notre époque, il faut regarder de plus près les capitalistes de la finance. Pendant que les grandes compagnies se partagent l'Afrique, les capitalistes de la finance, eux, en Europe, s'inquiètent. Crise après crise après crise. Ça n'a vraiment pas été facile pendant les 20 dernières années. Peu de compagnies ont survécu. Mais elles sont plus grosses et plus puissantes que jamais. Et puis, qu'est-ce qui provoque les crises? On produit trop et les prix s'effondrent d'une façon catastrophique. Et pourquoi fabrique-t-on plus que ce qu'on peut vendre? À cause de la concurrence, évidemment. Toutes les crises sont provoquées par la concurrence. Et ces crises nous mettent dans un tel pétrin. Il faut faire quelque chose. Sinon, ces crises perpétuelles vont nous mener tout droit à notre perte. Il faut que vous arrêtiez de vous faire concurrence et deveniez des amis. Mais comment pourrais-je coopérer avec les autres alors que je suis si puissant? Ça ne marchera jamais. Et moi, je suis de la race des oiseaux de proie. Comment pourrais-je changer? J'ai besoin de la compétition. Pour les capitalistes, c'est une question de vie ou de mort. Faites ce que je dis, unissez-vous. Sinon, il n'y aura plus d'argent à emprunter ici. Finalement, les grosses compagnies commencent à coopérer. Mais dans leur fort intérieur, elles auraient plutôt envie de s'entre-dévorer. Dans tous les pays capitalistes, les capitalistes de la finance gagnent ainsi de plus en plus de pouvoir. Pour éviter de nouvelles crises, les compagnies sont forcées de s'unir et de s'entraider. Comme on dit, si tu ne peux pas les battre, arrange-toi pour être du même côté qu'eux. Et c'est ce qui se produit. Nous avons formé un cartel. À nous 5, nous produisons tout l'acier dans le pays. Nous avons cessé de nous concurrencer entre nous. Et nous nous sommes entendus pour ne pas produire plus d'acier que nous ne pouvons vendre. Les capitalistes de la finance sont avec nous. Nous formons un trust. Nous avons cessé de nous concurrencer. Nous avons convenu de ne former qu'une seule compagnie. Nous produisons tous les équipements électriques du pays. Tout le monde est obligé de venir acheter chez nous. Nous décidons des prix. Et les capitalistes de la finance sont avec nous. Je suis un monopole. Je ne concurrence personne. Je me suis débarrassé de tous mes compétiteurs. C'est moi qui décide des quantités d'huile qu'il faut pomper et de ce qu'elles vont coûter. Les capitalistes de la finance et moi ne formons plus qu'un. Voilà ce que j'appelle la vraie amitié. Les nouvelles tactiques des capitalistes de la finance ont du succès. Les usines recommencent à fonctionner, les chômeurs retrouvent des emplois. Et certains obtiennent même de meilleurs salaires. C'est quasiment trop beau pour être vrai. Comment cela se peut-il? Eh bien, c'est très simple. En Afrique, les capitalistes ont trouvé un marché pour tout ce qu'ils ne pouvaient pas vendre chez eux. Le seul ennui, c'est qu'en Afrique, tout le monde est paysan. Tout ce dont ils ont besoin, ils le fabriquent eux-mêmes ou se l'échangent entre eux. Alors les Européens les forcent à utiliser l'argent. Et pour la première fois, ces gens sont obligés de payer des impôts. Voilà! Il faut que tu payes tes impôts! Mais je n'ai pas d'argent. Alors, travaille pour la compagnie! Tu vas en avoir de l'argent. Mais nous travaillons la terre, nous n'avons pas besoin d'argent. Vous travaillez sur ma terre! Je l'ai achetée! Mais vous ne pouvez pas acheter la terre, elle appartient à tout le monde! Tant que vous serez sur ma terre, vous allez payer des impôts! Mais nous n'avons rien pour payer. Alors travaillez pour la compagnie, ou allez-vous-en! De cette manière, les capitalistes gagnent peu à peu toutes les terres pour leurs plantations et les mines dont ils ont besoin pour se procurer à bon marché les matières premières pour leurs usines. Pour payer les taxes, les gens sont forcés de travailler dans les plantations. C'est tout juste s'il leur reste assez de temps pour cultiver dans les champs ce qu'il leur faut pour se nourrir. Les compagnies investissent beaucoup d'argent dans les routes, les chemins de fer, les usines, les ports et dans de luxueuses demeures. Mais tout cela ne tombe pas du ciel. On a besoin de travailleurs, de beaucoup de travailleurs. Et même si les gens ont toutes les misères du monde à se garder en vie, ils n'en sont pas moins réduits aux travaux forcés. Ouais. Et toi? Et toi? Vous devez travailler pour la compagnie. Mais c'est le temps de la récolte, on ne peut pas. Oh!
Bien. Alors, vous travaillez, oui ou non? Ainsi, les capitalistes se procurent à bon marché de la main-d'œuvre et des matières premières, sans parler du marché que cela leur ouvre pour les produits qu'ils ne peuvent plus vendre chez eux. L'année dernière, il y a eu une sécheresse. Toute la récolte a été perdue. Nous n'avions plus rien. Nous mangions de l'herbe et des racines. Beaucoup parmi les vieux sont morts de faim et plusieurs parmi nous ont dû fuir leur maison pour se réfugier dans les montagnes. La compagnie envoya après eux des chiens et des soldats. Ils furent rattrapés et jetés dans une cave, où ils moururent de faim. Notre ville ne pouvait pas produire autant de caoutchouc que la compagnie avait exigé. Pour nous forcer à travailler, ils ont enfermé 50 femmes et 10 enfants dans une maison. Ils les ont gardés jusqu'à la fin des travaux. Ils n'avaient rien à manger, pas même de l'eau à boire. Nous les entendions hurler pendant notre travail. Nous avons travaillé 3 semaines pour récolter tout le caoutchouc que la compagnie voulait. C'était trop tard, ils étaient tous morts. Nous n'avons plus de terre, nous n'avons plus de bétail, nous n'avons plus aucun droit. Nous sommes les esclaves de l'homme blanc. Nous ne sommes plus rien. Si les indigènes se révoltent, il faut les exterminer sans aucune hésitation. Moi-même, personnellement, j'en ai tué 150 de mes propres mains. J'ai crucifié encore plus de femmes et d'enfants. J'ai coupé 60 mains et j'ai pendu les corps mutilés sur les murs de la ville. Pendant l'époque où j'étais en fonction, 1500 indigènes furent abattus. Dans une seule plantation. On oblige les Africains à croire qu'ils appartiennent à une race inférieure. Des savants blancs se mettent à affirmer que les Noirs ont des cerveaux plus petits que ceux des Blancs et que par nature, ils sont des êtres mauvais et irresponsables. De cette manière, les exploiteurs ont une belle excuse à leurs crimes et peuvent dormir la conscience en paix. Tout ce qu'ils veulent de nous, c'est enrichir toujours plus leur capitalisme. C'est comme ça qu'il procède, le capitalisme, en volant à tous et à chacun sa dignité humaine, en les rendant dépendants. C'est la seule manière de faire fonctionner les usines d'Europe. Regardons-y de plus près. Qu'est-ce qu'une colonie? Des plantations, des mines, les matières premières sont expédiées par bateau. Ici, on construit une capitale. Le gouvernement européen a délégué un gouverneur. Lui et les autres fonctionnaires blancs ont pour tâche de veiller à ce que tout le monde paie les impôts et obéisse aux lois. Dans les bidonvilles s'entassent les chômeurs, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui ont été chassés de leurs terres. Certains se trouvent des emplois, garçons de table, débardeurs, balayeurs. Les plus dociles peuvent même devenir policiers ou fonctionnaires. Et les matières premières continuent d'être acheminées vers l'Europe. Et tout comme ils ont gagné l'Afrique, les cartels, les trusts, les monopoles ont conquis le monde entier. L'impérialisme, c'est comme l'air que nous respirons. Et sans lui, nous sommes morts. Mais pour bien comprendre ce qu'elle est, notre époque, il faut regarder de plus près les capitalistes de la finance. Pendant que les grandes compagnies se partagent l'Afrique, les capitalistes de la finance, eux, en Europe, s'inquiètent. Crise après crise après crise. Ça n'a vraiment pas été facile pendant les 20 dernières années. Peu de compagnies ont survécu. Mais elles sont plus grosses et plus puissantes que jamais. Et puis, qu'est-ce qui provoque les crises? On produit trop et les prix s'effondrent d'une façon catastrophique. Et pourquoi fabrique-t-on plus que ce qu'on peut vendre? À cause de la concurrence, évidemment. Toutes les crises sont provoquées par la concurrence. Et ces crises nous mettent dans un tel pétrin. Il faut faire quelque chose. Sinon, ces crises perpétuelles vont nous mener tout droit à notre perte. Il faut que vous arrêtiez de vous faire concurrence et deveniez des amis. Mais comment pourrais-je coopérer avec les autres alors que je suis si puissant? Ça ne marchera jamais. Et moi, je suis de la race des oiseaux de proie. Comment pourrais-je changer? J'ai besoin de la compétition. Pour les capitalistes, c'est une question de vie ou de mort. Faites ce que je dis, unissez-vous. Sinon, il n'y aura plus d'argent à emprunter ici. Finalement, les grosses compagnies commencent à coopérer. Mais dans leur fort intérieur, elles auraient plutôt envie de s'entre-dévorer. Dans tous les pays capitalistes, les capitalistes de la finance gagnent ainsi de plus en plus de pouvoir. Pour éviter de nouvelles crises, les compagnies sont forcées de s'unir et de s'entraider. Comme on dit, si tu ne peux pas les battre, arrange-toi pour être du même côté qu'eux. Et c'est ce qui se produit. Nous avons formé un cartel. À nous 5, nous produisons tout l'acier dans le pays. Nous avons cessé de nous concurrencer entre nous. Et nous nous sommes entendus pour ne pas produire plus d'acier que nous ne pouvons vendre. Les capitalistes de la finance sont avec nous. Nous formons un trust. Nous avons cessé de nous concurrencer. Nous avons convenu de ne former qu'une seule compagnie.
Nous produisons tous les équipements électriques du pays. Tout le monde est obligé de venir acheter chez nous. Nous décidons des prix. Et les capitalistes de la finance sont avec nous. Je suis un monopole. Je ne concurrence personne. Je me suis débarrassé de tous mes compétiteurs. C'est moi qui décide des quantités d'huile qu'il faut pomper et de ce qu'elles vont coûter. Les capitalistes de la finance et moi ne formons plus qu'un. Voilà ce que j'appelle la vraie amitié. Les nouvelles tactiques des capitalistes de la finance ont du succès. Les usines recommencent à fonctionner, les chômeurs retrouvent des emplois. Et certains obtiennent même de meilleurs salaires. C'est quasiment trop beau pour être vrai. Comment cela se peut-il? Eh bien, c'est très simple. En Afrique, les capitalistes ont trouvé un marché pour tout ce qu'ils ne pouvaient pas vendre chez eux. Le seul ennui, c'est qu'en Afrique, tout le monde est paysan. Tout ce dont ils ont besoin, ils le fabriquent eux-mêmes ou se l'échangent entre eux. Alors les Européens les forcent à utiliser l'argent. Et pour la première fois, ces gens sont obligés de payer des impôts. Voilà! Il faut que tu payes tes impôts! Mais je n'ai pas d'argent. Alors, travaille pour la compagnie. Tu vas en avoir de l'argent. Mais nous travaillons la terre, nous n'avons pas besoin d'argent. Vous travaillez sur ma terre. Je l'ai achetée. Mais vous ne pouvez pas acheter la terre, elle appartient à tout le monde. Tant que vous serez sur ma terre, vous allez payer des impôts. Mais nous n'avons rien pour payer. Alors travaillez pour la compagnie. Allez-vous-en. De cette manière, les capitalistes gagnent peu à peu toutes les terres pour leurs plantations et les mines dont ils ont besoin pour se procurer à bon marché les matières premières pour leurs usines. Pour payer les taxes, les gens sont forcés de travailler dans les plantations. C'est tout juste s'il leur reste assez de temps pour cultiver dans les champs ce qu'il leur faut pour se nourrir. Les compagnies investissent beaucoup d'argent dans les routes, les chemins de fer, les usines, les ports et dans de luxueuses demeures. Mais tout cela ne tombe pas du ciel. On a besoin de travailleurs, de beaucoup de travailleurs. Et même si les gens ont toutes les misères du monde à se garder en vie, ils n'en sont pas moins réduits aux travaux forcés. Ouais. Et toi? Et toi? Vous devez travailler pour la compagnie. Mais c'est le temps de la récolte, on ne peut pas. Oh! Bien. Alors, vous travaillez, oui ou non? Ainsi, les capitalistes se procurent à bon marché de la main-d'œuvre et des matières premières, sans parler du marché que cela leur ouvre pour les produits qu'ils ne peuvent plus vendre chez eux. L'année dernière, il y a eu une sécheresse. Toute la récolte a été perdue. Nous n'avions plus rien. Nous mangions de l'herbe et des racines. Beaucoup parmi les vieux sont morts de faim et plusieurs parmi nous ont dû fuir leur maison pour se réfugier dans les montagnes. La compagnie envoya après eux des chiens et des soldats. Ils furent rattrapés et jetés dans une cave, où ils moururent de faim. Notre ville ne pouvait pas produire autant de caoutchouc que la compagnie avait exigé. Pour nous forcer à travailler, ils ont enfermé 50 femmes et 10 enfants dans une maison. Ils les ont gardés jusqu'à la fin des travaux. Ils n'avaient rien à manger, pas même de l'eau à boire. Nous les entendions hurler pendant notre travail. Nous avons travaillé 3 semaines pour récolter tout le caoutchouc que la compagnie voulait. C'était trop tard, ils étaient tous morts. Nous n'avons plus de terre, nous n'avons plus de bétail, nous n'avons plus aucun droit. Nous sommes les esclaves de l'homme blanc. Nous ne sommes plus rien. Si les indigènes se révoltent, il faut les exterminer sans aucune hésitation. Moi-même, personnellement, j'en ai tué 150 de mes propres mains. J'ai crucifié encore plus de femmes et d'enfants. J'ai coupé 60 mains et j'ai pendu les corps mutilés sur les murs de la ville. Pendant l'époque où j'étais en fonction, 1500 indigènes furent abattus. Dans une seule plantation. On oblige les Africains à croire qu'ils appartiennent à une race inférieure. Des savants blancs se mettent à affirmer que les Noirs ont des cerveaux plus petits que ceux des Blancs et que par nature, ils sont des êtres mauvais et irresponsables. De cette manière, les exploiteurs ont une belle excuse à leurs crimes et peuvent dormir la conscience en paix. Tout ce qu'ils veulent de nous, c'est enrichir toujours plus leur capitalisme. C'est comme ça qu'il procède, le capitalisme, en volant à tous et à chacun sa dignité humaine, en les rendant dépendants. C'est la seule manière de faire fonctionner les usines d'Europe. Regardons-y de plus près. Qu'est-ce qu'une colonie? Des plantations, des mines, les matières premières sont expédiées par bateau. Ici, on construit une capitale. Le gouvernement européen a délégué un gouverneur.
Lui et les autres fonctionnaires blancs ont pour tâche de veiller à ce que tout le monde paie les impôts et obéisse aux lois. Dans les bidonvilles s'entassent les chômeurs, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui ont été chassés de leurs terres. Certains se trouvent des emplois, garçons de table, débardeurs, balayeurs. Les plus dociles peuvent même devenir policiers ou fonctionnaires. Et les matières premières continuent d'être acheminées vers l'Europe. Et tout comme ils ont gagné l'Afrique, les cartels, les trusts, les monopoles ont conquis le monde entier. L'impérialisme, c'est comme l'air que nous respirons. Et sans lui, nous sommes morts. Nos usines géantes ont besoin de matières premières. Et il n'y en a plus assez dans ce pays. Toutes les grandes compagnies se sont déjà partagées les sources d'approvisionnement. Allons chercher les matières premières dans les colonies et les autres pays impérialistes. Nous fabriquons tellement de produits que nous ne pouvons plus les vendre que chez nous. Nous ne pouvons pas vendre plus dans notre pays. Il faut vendre aux colonies et aux autres pays impérialistes. Nous faisons des bénéfices énormes parce que nous sommes puissants. Mais nous ne pouvons plus les investir ici. Tous les secteurs où ça vaut la peine d'exploiter sont surexploités par des compagnies comme la mienne. Il nous faut investir nos bénéfices dans les colonies et les autres pays impérialistes. Oui, vous autres, les capitalistes, vous êtes fiers de vous être partagé le monde entre vous et d'avoir réduit tous les peuples en esclavage. Vos usines fonctionnent sans arrêt. Constamment, vous avez besoin de nouvelles matières premières, de toujours plus de clients, de faire toujours plus d'affaires dans les pays étrangers. Sinon, vos damnés profits s'arrêteraient de croître. Avez-vous pensé au fait qu'il ne vous reste plus rien à vous partager? J'y ai songé. Nos usines sont les deuxièmes plus importantes du monde. Cependant, nos colonies sont beaucoup trop petites. Il nous faut donc plus de colonies ou faire faillite. Les capitalistes japonais et italiens ont les mêmes problèmes que ceux de l'Allemagne. Mais le monde entier est déjà divisé. Il leur faut donc conquérir des territoires qui appartiennent à d'autres impérialistes. Alors il faut la guerre. Les impérialistes envoient les travailleurs de leur pays servir de chair à canon. Leurs chefs leur ont fait croire qu'ils se battaient pour leur pays. Ils ne peuvent pas voir que c'est un mensonge. Refusez de vous tuer les uns les autres. Tuez les capitalistes à la place. En Russie, le pouvoir est arraché des mains des capitalistes. Le peuple russe a appris déjà par ses expériences précédentes que le chemin de la liberté passe par la révolution. Les travailleurs russes s'emparent des usines et se retirent de la guerre. Nous avons compris que nos fusils ne devaient pas servir à tuer les travailleurs des autres pays. Pourquoi devrions-nous les tuer? À la place, nous avons dirigé nos fusils contre les capitalistes de chez nous. La vraie cause de la guerre, c'était eux. Nous voulions voir la fin de toute oppression, de toute pauvreté, de toute guerre. Nous ne voulions plus produire toutes sortes de choses inutiles, juste pour que les capitalistes fassent de l'argent. Nous ne voulions plus produire que les choses dont nous avons besoin. Et s'il y a quelque chose dont nous avons besoin, nous devrions aussi être capables de nous le procurer. Désormais, personne ne s'enrichira plus du travail des autres. À partir de maintenant, nous travaillons les uns pour les autres. Et ce que nous allons produire, nous le partagerons entre nous avec égalité. Dans tous les pays, les capitalistes meurent de peur. Mais les travailleurs se réjouissent. La révolution est possible. Mais voyons comment les choses se passent en Allemagne. La guerre traîne en longueur et ça va mal pour l'armée allemande. Les usines ne produisent plus que des armes. Et pendant ce temps-là, le peuple est en train de mourir de faim. L'opposition à la guerre et à l'État bourgeois se développe. Les grèves et le sabotage commencent à devenir réguliers. En novembre 1918, l'armée allemande finit par s'écrouler.
Les énormes frais de guerre que les sociaux-démocrates avaient approuvés en 1914 ont divisé leur parti en deux camps. Une aile réformiste et une aile révolutionnaire. Les réformistes sont ceux qui pensent qu'on peut transformer une société capitaliste en une société socialiste petit à petit par des réformes et des améliorations. Le Parti social-démocrate éclate en 1917. En 1918, l'aile révolutionnaire forme le Parti communiste. Pourquoi ne pas faire comme en Russie, tourner les fusils contre les capitalistes? Des marins à qui elles jettent leurs officiers en prison et refusent de continuer à se battre. Le soulèvement se répand à travers toute l'Allemagne. Berlin est entre les mains des travailleurs. Misère de misère. Qu'est-ce que je vais faire? Voyons. Eh bien, quand on ne peut pas les battre, on s'arrange pour être avec eux. Peut-être que si on disait au Kaiser de fiche le camp, puis si on donnait aux sociaux-démocrates une place dans le gouvernement, peut-être que... Le Kaiser abdique et les chefs sociaux-démocrates entrent au gouvernement. Ils n'ont pas du tout envie de se débarrasser du capitalisme. Au lieu de ça, ils font tout ce qu'ils peuvent pour stopper la révolution allemande. Amis, citoyens, retournez dans les usines. Abaissez vos fusils, rassurez-vous. Vous aurez du pain et vous pourrez voter librement. Nous devons négocier dans le calme et la paix. Faites-nous confiance. Camarades, nous avons gagné le droit de voter. Nous nous sommes débarrassés du Kaiser. Mais ne voyez-vous donc pas que les capitalistes sont toujours là et que tant et aussi longtemps qu'ils resteront ici, il y aura la guerre et la pauvreté. Mais c'était trop tard. Les réformistes sociaux-démocrates au pouvoir ne font plus confiance au peuple. Ils prennent les commandes de la police et de l'armée. Ils ont besoin de ces deux outils pour écraser les révolutionnaires. Et c'est ce qu'ils font. Les bureaux et les imprimeries des révolutionnaires sont détruits. Les manifestants se font tirer dessus. Leur leader assassiné. Et le 15 janvier 1919, la contre-révolution triomphe. Les sociaux-démocrates forment le gouvernement. Ils pensent toujours qu'ils vont pouvoir abolir la misère en coopérant avec les capitalistes, qu'ils appellent des employeurs. C'est là que Rosa Luxembourg va mourir. Le capitalisme est sauvé. Au même moment, un nouveau parti est fondé, le Parti national socialiste des travailleurs, ou le Parti nazi. On en réentendra parler. Nous nous étions attendus à ce que la révolution s'étende à toute l'Europe et à recevoir de l'aide des travailleurs des autres pays. Mais dans toute l'Europe, les sociaux-démocrates se sont rangés du côté des capitalistes. Autour de la Russie, le pays agricole le plus arriéré de l'Europe, on ferme les frontières. La guerre civile éclate. Les armées impérialistes nous attaquent. Leurs agents complotent contre nous avec ceux que nous avons renversés. Nous allons nous en sortir, mais seulement en comptant sur nos propres moyens. Nous avons besoin d'une industrie puissante pour fabriquer des armes et de la machinerie agricole. Nos industries sont trop petites et trop peu nombreuses. Il nous faut agir vite. Mais comment pouvons-nous organiser une industrialisation rapide? Pendant des siècles, notre peuple a été maltraité et exploité. Plusieurs sont incapables de lire et d'écrire. Nous devons leur donner le temps d'apprendre et de changer. Nous allons perdre le soutien de plusieurs camarades si nous essayons de les forcer à faire quelque chose sans leur expliquer pourquoi cela est nécessaire. Mais avons-nous le choix? L'industrialisation est notre seule chance. Et le temps presse. Nous n'avons plus le temps de tout expliquer. Nous devons prendre l'initiative parce que nous savons ce qui est en train de se passer. Ceux qui protestent devront comprendre. Commençons dès maintenant à construire nos propres défenses. Industrialisation et défense. Mais nous pourrions nous y prendre de bien d'autres manières. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Si nous ne donnons pas à nos camarades la possibilité de critiquer, ils vont cesser de nous faire confiance et oublier que le combat contre le capitalisme ne peut avoir lieu dans un seul pays, mais bien dans tous les pays s'il veut triompher. Les capitalistes conspirent entre eux pour écraser l'Union soviétique. Les capitalistes des États-Unis, de l'Angleterre, de la France et du Japon envoient des troupes et des armes, mais sans déclarer la guerre. Et les capitalistes et grands propriétaires terriens russes organisent leur propre armée. L'invasion se mêle à la guerre civile. C'est la famine. La viande et le pain sont rares. Les usines cessent de fonctionner parce qu'il n'y a plus de carburant.
Des centaines de milliers d'ouvriers et de paysans se portent volontaires pour lutter dans l'armée rouge. Ce mouvement forme bientôt une armée composée de millions de soldats et finit par triompher de l'invasion. Mais la victoire n'est pas facile. Le pays tout entier est ravagé par la guerre. Les biens essentiels manquent. Tout doit être reconstruit à zéro. L'Union soviétique doit se transformer d'un pays agricole pauvre et sous-développé en une société moderne et industrielle. Ce progrès, les travailleurs du monde entier le suivent avec un intérêt passionné. En Italie aussi règne le chômage et la misère. Le gouvernement est faible. Le Parlement ne possède presque plus le respect du peuple. Les ouvriers occupent les usines et jettent les patrons dehors. Les capitalistes sentent que leur pouvoir est en danger. Mais les bureaucrates et les petits hommes d'affaires se sentent eux aussi menacés. Ces gens-là, les petits bourgeois, se sentent écrasés par la grande industrie et la grande finance. Alors ils unissent leurs forces pour sauver le capitalisme. Mais en même temps, ils se sentent bien mieux que les travailleurs. Ils veulent construire un État national fort, qui puisse utiliser la loi et l'ordre pour défendre leurs intérêts. Ils se mettent à porter des chemises noires et se donnent le nom de parti fasciste. Par la violence et la terreur, ils écrasent les ouvriers. Puis, ils marchent sur Rome pour montrer leur force. Les capitalistes tiennent une réunion au sommet. Ah, la situation semble désespérée. Il y a d'un côté les travailleurs révolutionnaires et de l'autre ces petits bourgeois hystériques. Nous devons rester calmes. Mais si nous coopérons avec les fascistes, nous avons une chance. Et c'est la seule manière pour nous d'échapper au triste sort de nos amis russes. Bien. Effectivement, les fascistes contrôlent une partie des travailleurs, ceux qui ne sont pas socialistes. Mais même là, ils sont tellement spéciaux, aucun sens des affaires. Enfin, bien sûr, s'il faut choisir entre les socialistes et les fascistes, alors... Et vous savez bien qui ils ont choisi. Le capitalisme et le fascisme marchent main dans la main. Les fascistes mettent de côté leur haine des capitalistes et en échange, on leur donne le contrôle de l'État. Tout de suite, ils bannissent tous les autres partis et syndicats. Et les fascistes réussissent parce que les leaders socialistes ont peur d'en appeler à la grève générale. Ils ne font pas confiance aux masses. L'argent ne vaut presque plus rien. Grève générale. « 13 millions de chômeurs. La crise s'étend à toute l'Europe, atteignant son pire niveau en 1932. En Allemagne, le tiers des travailleurs est en chômage. Ces crises favorisent les progrès du parti nazi. Les nazis en ont assez des discours et veulent de l'action. Ils ressemblent beaucoup aux fascistes en Italie, mais leurs chemises ne sont pas noires, elles sont brunes. Le leader des nazis, Adolf Hitler, devient le chancelier du Reich avec l'appui des capitalistes. L'industrie allemande se porte mal à cause du manque de colonies. Hitler développe l'industrie de guerre et de fabrication d'armes. Les communistes, les juifs et les gitans sont ramassés et mis dans des camps de concentration. Les capitalistes soutiennent Hitler de leur argent. L'Allemagne se prépare à la guerre et les autres États impérialistes en font autant. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Encore une fois, les impérialistes se battent entre eux pour se partager le monde. Encore une fois, les travailleurs de plusieurs pays sont envoyés à la boucherie. Et encore une fois, on leur fait croire qu'ils se battent pour leur pays.
Ils continuent de se tirer les uns sur les autres plutôt que de faire feu sur les capitalistes. En 1945, l'Allemagne, le Japon et l'Italie sont défaits. Cette fois non plus, les capitalistes n'ont pu conquérir de nouveaux territoires. L'Union soviétique a perdu 20 millions de vies, mais malgré cela, elle parvient tout de même à libérer du capitalisme plusieurs pays de l'Europe de l'Est. Cependant, l'armée soviétique continue d'occuper ces pays après la guerre, parce que la grande compétition entre l'Est et l'Ouest, la guerre froide, est en train de s'amorcer. Les pays de l'Europe de l'Est n'ont pas le choix. Affaiblis par la guerre et les bombardements, ils doivent suivre les soviets. L'Union soviétique bâtit des écoles, des usines et des hôpitaux. Le peuple a enfin de quoi se vêtir et se nourrir exactement comme il l'espérait. Mais il n'en demeure pas moins une certaine différence entre les peuples. Certains vivent mieux et ont une plus grande influence que d'autres. Tant qu'il y a des classes, il y a aussi une lutte entre les classes. La révolution gagne d'autres pays. Tout un peuple de paysans, d'ouvriers, d'artisans et d'autres travailleurs lutte pour leur liberté. Personne ne peut oublier les bombes et les soldats des impérialistes. Tous doivent prendre part au combat. Ils apprennent ainsi la nécessité de s'entraider et de coopérer. Ils apprennent à ne compter que sur leur propre force. Et ainsi, ils apprennent à triompher des impérialistes. Nous construisons ensemble notre propre pays et nous n'abandonnons pas à d'autres mains que les nôtres le pouvoir que nous détenons. Nous avons tous participé à la libération de notre pays. Maintenant, nous empêchons les politiciens, les bureaucrates et les technologues de s'emparer du pouvoir. Alors, pour leur enlever de la tête l'idée qu'ils sont meilleurs que nous, à chaque année, nous les envoyons travailler un certain temps dans les champs ou dans les usines. Et maintenant, il nous est possible à nous aussi, ouvriers paysans, d'aller à l'université. Et nous ne voulons pas non plus être condamnés à devoir construire des grandes villes et aller nous y entasser. Si pour les usines, c'est une question de main-d'œuvre, alors nous mettons les usines dans les petites villes où les gens habitent déjà.